bien récapituler. Donc un petit aperçu de ce que je vais aborder, l'acupuncture, qu'est-ce que c'est dans les grandes lignes, un peu les bases de la médecine chinoise, tout l'intérêt qu'il peut y avoir dans l'acupuncture chez les patients de Parkinson, et puis de manière pratique comment ça se passe, parce que ça donne envie de savoir, les recherches actuelles, les petites conclusions. Voilà où je vous emmène. Donc l'acupuncture, qu'est-ce que c'est? Des petits mots-clés. Non, je voudrais rester dans le champ. D'abord, un volet sur 5 de la médecine chinoise. Parce que l'acupuncture, c'est une branche de la médecine chinoise. Il y a 5 branches différentes dans la médecine. Et l'acupuncture, c'est un des outils qu'on va utiliser pour arriver à nos fins en médecine chinoise. On utilise des aiguilles. Bon, souvent, c'est un peu là que ça le bas blesse, quoi. On s'inquiète un peu de ces petites aiguilles, mais elles font du bien au final. Tout l'objectif, c'est de vraiment toujours remettre du mouvement, c'est le maître mot en médecine chinoise. On va chercher l'équilibrage des choses. Et puis, surtout, on a une lecture qui est différente parce que c'est une lecture énergétique de la physiologie, de la personne. La manière dont on voit les choses dans la médecine allopathie est complètement dans un autre prisme puisque ça vient d'une autre partie de l'univers, du monde, pardon, où de simples observations du monde, la simple observation des choses ne se fait pas de la même manière. Les codes sont différents, donc forcément la manière dont on va regarder la physiologie, l'individu, la pathologie va être différente aussi. C'est une approche qui est globale. Donc là, dans la globalité, ce que j'entends, c'est qu'en médecine chinoise, on ne fera pas la différence entre le champ émotionnel, le champ physiologique organique, le champ physique. Tout ça, ce sont juste des symptomatologies qui viennent nous parler de la même dysfonction. Ensuite, on a une approche individuelle, parce que chacun est unique. C'est ça qui est beau, c'est ça que j'adore. Accompagner. Donc cette individualité, elle est précieuse et elle guide chacune de nos sessions et chacun de nos accompagnements. Et puis, on va entendre parler beaucoup de méridiens, de points, en se demandant un peu ce que c'est, mais j'y reviendrai. Pas de panique. Avec un mot en grand, en jaune, en orange, c'est l'harmonie. L'harmonie fondamentale, hein, c'est notre petit dada, c'est ce qu'on essaye d'obtenir quotidiennement, jour après jour, en vous accompagnant. Est-ce que je parle assez fort? Donc l'acupuncture, qu'est-ce que ce n'est pas? Donc j'ai noté injection de produit parce qu'on me le demande tout le temps au cabinet. Donc quand on met les aiguilles, il n'y a pas d'injection de produit, rien du tout, c'est juste la stimulation de l'aiguille sur le point qui va faire le travail, on ne met rien. Ça marche. Il n'y a pas de prise en charge de symptômes exclusivement, c'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. Encore une fois, on va regarder la personne dans son entièreté, on va observer le terrain, le déséquilibre, et on va traiter ça. On ne va jamais traiter un symptôme, c'est pas comme ça qu'on perd les choses. Ce n'est pas l'assurance d'une guérison. Encore une fois, ce qu'on cherche, c'est cette harmonie, c'est pas la guérison, et on part du principe que si on met la personne en harmonie encore et encore et encore, peut-être que de lui-même, le corps va aller vers un certain niveau de guérison, mais en tout cas, ce que veut l'acupuncture, la médecine chinoise, c'est cette harmonie et cet équilibre. Qu'est-ce que ce n'est pas d'autre? Freiner l'autonomie et le pouvoir d'agir du patient de la patiente. Donc ça c'est un vrai dada. C'est le cœur du sujet. C'est le fait que chacun soit acteur de sa santé, acteur de sa personne, et puisse vraiment prendre les rênes de ce qui se passe pour lui. Et toute la philosophie de la médecine chinoise, c'est de donner justement ces rênes pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne, où est-ce que je vais, comment je rééquilibre, tiens, je sens que je suis en train de partir par là, et comment est-ce que je fais pour revenir un peu ici. Et c'est ça qui est vraiment intéressant là, dans l'outil de l'acupuncture. Et puis sinon, qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas pris en charge, et ce n'est pas remboursé par l'IANI. Donc voilà, ça c'est aussi un des freins majeurs de la bonne utilisation de l'acupuncture à l'heure actuelle, parce que c'est quand même très onéreux malheureusement. On revient à la réalité matérielle des choses. Alors, j'aime bien le petit schéma. Et là, j'ai choisi un marbre pour vous expliquer ce que c'est l'acupuncture, parce que ça me paraît le truc le plus visuel, comme ça, d'un coup, qui
vous emmener dans un peu mon univers. Donc l'arbre, il a de belles racines bien dans la terre, dans le sol, et il a des magnifiques branches qui vont chercher la lumière du ciel, du soleil. Et donc, on se retrouve dans un axe entre le ciel d'un côté et la terre de l'autre, entre les branches qu'on peut créer, ce qu'on peut inventer, et la manière dont on va se positionner et se trouver au milieu de cet axe ciel-terre. Chacun a un axe qui lui est propre, on revient à cette notion d'individualité, mais l'axe, il est quand même toujours situé entre ces deux polarités qui viennent nous maintenir en équilibre. Et donc, quand on perd un petit peu l'axe, de nouveau, un travail fondamental, c'est de revenir dans cet axe pour trouver une sorte d'équilibre dans le quotidien. Voilà. Alors, je ne dis pas spécialement ce que j'ai écrit sur le PowerPoint, mais si jamais vous retenez les petites questions après. Excusez-moi. Oui. Quand vous regardez par là, je vous entends. Ah oui, d'accord. Axe ciel-terre, je refais l'arbre. Des racines. Oui, mais j'ai compris. On est au milieu. Mais quand vous regardez les corps, je vous entends plus. Ça marche, c'est noté. Voilà. Donc, l'acupuncture, un des 5 volets de la médecine chinoise. Je vous emmène donc dans quelques bases de la médecine chinoise. Attention, c'est le moment de faire vos valises parce que je vais vous emmener à l'autre bout du monde et que ça risque de changer un petit peu de paradigme. Et c'est ça qui est important avec la médecine chinoise, c'est d'accepter de faire ce voyage un peu dans l'espace parce qu'on va vraiment dans une observation qu'on ne connaît pas et qui n'est pas comme ça que notre cerveau fonctionne. C'est ça qui est difficile, c'est parce que notre cerveau n'est pas codifié comme ça. Ça, c'est difficile à comprendre, mais je vais quand même essayer de vous donner quelques bases là-dessus. Allez, soyons fous. Donc, médecine chinoise, qui dit médecine chinoise dit philosophie taoïste. Donc le taoïsme, il a ses préceptes, il a quelques préceptes dont je vous présente les 3 principaux. La notion de chi. Le chi, c'est l'énergie. C'est la manière dont les choses sont. C'est l'essence des choses. Le chi, il est composé de tout et tout compose le chi. Ça veut dire que vous êtes du chi, je suis du chi, cet ordinateur est du chi, cette chaise est du chi. Tout est du chi. Tout est énergie. Donc ça, c'est la théorie de l'unicité. On est un peu tous quelque part sur le même, on vient de la même essence, on vient de la même matière. Ça marche. Et c'est cette théorie-là qui dit que vous et moi, nous sommes pareils et que quelque part, il y a une seule et même identité chez chacun. Chez tout le monde. Ensuite, la notion du yin et du yang. Là, c'est les opposés. Alors, je pense que je vais aller sur la dia d'après. Ce schéma-là. Yin-yang, c'est les deux polarités. Ça, c'est la théorie de la dualité, c'est-à-dire qu'il y a deux choses, rien n'existe sans son contraire. Si je prends un exemple pratico-pratique, vous avez le jour. La notion de jour n'existe pas si la notion de nuit n'est pas là. S'il fait jour tout le temps, cette notion n'a aucun intérêt parce qu'elle n'est pas prise par rapport à son contraire. Ça marche? Et c'est la notion de jour qui va entraîner la nuit. Et la nuit qui va entraîner le jour, et ainsi de suite. Et on se retrouve dans une forme de cycle. Ça marche? Et ce cycle, comme vous le voyez, ça fait le mouvement. Donc, on va passer d'une polarité à l'autre pour faire le mouvement. Donc, si jamais dans une pathologie, j'ai un déséquilibre de l'un ou de l'autre, je n'ai plus cette capacité de mouvement. Et là, vous êtes en train de me suivre. Je pense que vous êtes en train de me suivre. Et ensuite, la dernière des 3 théories présentées aujourd'hui, c'est les 5 éléments. Donc, les 5 éléments, on en entend souvent parler, hein, le feu, la terre, l'eau, le métal, le bois. Ces 5 éléments, ils sont en interaction permanente. Je vais reprendre le schéma d'après. On les a ici. Et donc, hop, j'ai des interactions toujours entre ces différents éléments. Et j'ai aussi des interactions à l'intérieur de ces différents éléments. Ce qui veut dire que si j'ai un déséquilibre ici sur mon bois, ben, je peux être embêté sur mon métal, je peux être embêté sur ma terre, je peux être embêté sur mon feu, je peux être embêté sur mon eau. C'est là qu'on s'arrache les cheveux, hein. Précisément à cet endroit. Et donc, on voit à quel point tout est en interrelation. Donc, à la fois, tout est en une seule unité, à la fois, tout existe par rapport à son contraire, et à la fois, tout est en interaction les uns avec les autres en continu. Et tout manque, toute faiblesse, toute problématique à un des étages va avoir à un moment donné des répercussions sur l'ensemble de la mécanique.
Ça va, vous me suivez jusque-là? Voilà. Alors, dans les 5 volets de la médecine chinoise, on a le Qigong, la diététique, la phytothérapie, le Tuida et l'acupuncture. J'ai mis le Qigong en premier, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est toute la notion de mouvement. Le Qigong, c'est vraiment les mouvements de base, mais on le voit souvent, hein, les gens font des mouvements, je ne sais pas si vous en avez déjà fait ou pas, mais en Chine, ah oui, super, je ne le présente plus. Mais c'est la base. En tout cas, pour Parkinson, le mouvement, c'est la base, et c'est vraiment un moyen par lequel vous pouvez être acteur de la physiologie du corps. C'est pas juste se mettre en mouvement, c'est vraiment comprendre la physiologie du corps par des mouvements spécifiques. C'est-à-dire que vous aurez des mouvements qui vont venir travailler cet élément, cet élément, cet élément, cet élément, cet élément. Vous aurez des mouvements qui vont travailler le yin, vous aurez des mouvements qui vont travailler le yang. Et plus vous allez comprendre ça, plus vous allez pouvoir utiliser les postures et les mouvements en fonction évidemment de ce qui vous anime vous et de là où vous avez envie d'aller. Ça marche, c'est pas vraiment juste bouger, c'est remettre en état la physiologie ou rééquilibrer avec des mouvements adéquats. Qigong, donc. La diététique, bon, je ne sais plus qui disait que le premier médicament sur ton aliment, ou un truc comme ça, je ne l'ai plus parfait en tête, mais en gros, bien manger est quand même la base, dans tous les sens du terme, parce que je suis une plurielle de base. Mais la qualité alimentaire est importante et de nouveau, comme avec le Qigong en diététique, on va de nouveau retrouver des aliments peu, des alimentaires, des aliments vitaux au poids. Et c'est intéressant d'aller un peu plus dans cette dynamique si vraiment vous avez une tendance à perdre l'axe dans un des items, alors rééquilibrer avec une alimentation adéquate, c'est intéressant. Ça marche pas. Si jamais vous avez un déséquilibre de feu et que vous mangez 5 kg de viande par jour, ben, vous allez réalimenter tout le temps ça. Et ça va chauffer, 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 chauffer. Vous allez vous énerver pour tout le monde là. Parce que simplement la dynamique feu va être surutilisée alors qu'il y a moyen de revenir ramener des éléments hauts. Manger de la courgette, des aubergines. Ça marche? Hop. La phytothérapie, donc la phytothérapie c'est l'équivalent des médicaments, les plantes, en médecine chinoise, c'est des prescriptions très précises en fonction de tel et tel déséquilibre. On a sorti certaines plantes ensemble et les fait de les prendre de nouveau, ça nous remet dans la mécanique, vous l'aurez compris, yin-yang et 5 éléments. À chaque fois c'est pareil, hein, c'est les bases. Voilà. Et enfin, l'acupuncture. Et le tout pour nous amener vers l'harmonie, l'équilibre, l'axe, etc. Alors, donc dans la physiologie, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, je reviens de nouveau sur mon schéma, mais c'était dessiné, chaque élément est en lien avec des organes. Le feu, là on a le cœur qui est dessiné, mais il y a aussi l'intestin grêle, la terre qui est en lien avec l'estomac et avec la rate, le métal qui est en lien avec le poumon, le gros intestin, l'eau avec le rein et la vessie, et le bois avec le foie et la vésicule biliaire. Donc chacun de nos organes va représenter un élément et donc une façon de fonctionner. Pour le dire très brièvement, le bois c'est très imagé. En chinois on aime bien les métaphores et les images. Donc le bois c'est l'arbre qui est en pleine croissance, qui grandit petit à petit, c'est l'impulsion du mouvement. Le feu, ben, ça chauffe, ça brûle, hein, ça c'est la métaphore la plus claire. La terre, c'est nourricier, c'est pour ça que c'est rate d'estomac qu'on trouve ici, c'est nourricier. Ça revient à la base, à la source, ça recentre. Le métal, c'est la notion la plus difficile à comprendre, c'est quelque chose qui va être tranchant, défini, cadré, arrêté. Et donc c'est le poumon parce que c'est la limite entre le soi et le non-soi. Dans le poumon, c'est la respiration et c'est là que se fait la dernière limite, le contact entre l'autre et moi-même. Et l'eau, c'est quelque chose qui va fluidement et de manière extrêmement déterminée à un endroit. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition dans l'eau où
On a vraiment, je ne sais pas si vous voyez déjà une rivière, si elle a décidé d'aller là, il y aura de l'érosion, il y aura ce que vous voulez, mais elle ira là où elle a décidé d'aller. Donc il y a quelque chose comme ça dans l'environnement. Donc chaque élément, chaque item, chaque organe va s'imprégner de ça. Donc ici, quand je serai arrivé à un problème au niveau de mon foie, ou de mon foie, eh bien, je sais que mon foie, ce que ça veut dire, c'est que j'aurai un problème pour m'accroître, grandir, créer, aller vers, etc. C'est ça que ça veut dire, en fait. Les énergies, c'est ça que ça veut dire. Les éléments, c'est ça que ça signifie derrière. Donc, une fois qu'on sait que les organes sont liés aux éléments, maintenant, on peut parler de comment circule l'énergie, le chi à l'intérieur du corps. Donc, l'énergie circule, bien qu'elle soit partout, elle a quand même un certain nombre de fonctionnalités. Et elle va circuler selon des canaux qui sont représentés ici sur le dos de la personne. Et ces canaux-là, ça s'appelle des méridiens. C'est des trajets précis et définis sur lesquels circule l'énergie. Et tout le long des méridiens, vous avez des points d'arrêt spécifiques, des points de concentration d'énergie. Et chacun de ces points a une spécificité et une action à jouer. Ça veut dire que si jamais j'ai une inflammation dans le corps, je viens poncturer mon point ici, qui est le point anti-inflammatoire, et le fait de le poncturer va faire diminuer l'inflammation. Si j'ai de la fièvre, je viens poncturer le point ici, qui est le point anti-fièvre, et quand je le poncture, la fièvre diminue encore. Et donc, il y a plein de points, chacun, c'est comme une boîte à outils géante, avec plein de possibilités pour régulariser l'endroit où on est en train de partir un petit peu en déséquilibre. Donc, effectivement, je l'ai mis en grand. S'il y a des équilibres, ben, on essaye d'aller vers le rééquilibrage avec toutes ces techniques. Donc, quelle est la place de l'acupuncture pour Parkinson? Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a fait la valise pour partir dans un autre monde, visiter notre façon de voir les choses. Ben, qui dit autre paradigme dit autre définition. Et donc, j'ai fait la définition de deux médecins qui ont fait pas mal d'études sur le sujet et qui disent que la maladie de Parkinson entre dans le cadre des syndromes de tremblement et des syndromes de contracture. Les tremblements, la kinésie et l'hypertonie sont liés à un vent interne. On en retrouve trois causes qui font référence à trois syndromes qui pourront ou pas être liés. Bref, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de base, dans les observations cliniques, tout ça, le Parkinson, pardon, fait partie des syndromes de tremblement. Ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs pathologies qui sont reprises dedans, d'un point de vue homéopathique du moins. Et donc, du coup, dans ces syndromes de tremblement, on observe les tremblements, la kinésie, l'hypertonie, certes. Et en médecine chinoise, tout ça, quand on observe quelque chose qui veut essayer d'aller vers, mais qui n'y arrive pas, qui veut entrer en mouvement, mais qui n'y arrive pas, on est sur l'énergie du bois dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est ça qu'on appelle le vent interne. C'est cette énergie qui est bloquée. Donc si je reviens là, ici, quelque chose ne veut plus. Quelque chose bloque. Et si ça bloque, bah, ça ne va plus donner l'énergie suffisante pour que ici ça fonctionne bien. Et ça va commencer à épuiser mes reins, qui sont la source même de la vie et donc de la fatigabilité. Alors, donc, on en parle de ce vent interne et on retrouve trois causes à ce vent interne. Donc, ces trois causes nous donnent trois grands syndromes en médecine chinoise qui peuvent expliquer la maladie de Parkinson. Ces grands syndromes, on va les observer sur base de deux grands items, la notion de vide d'énergie et la notion de plénitude, d'excès d'énergie. Donc, quand on se retrouve de nouveau sur mon petit schéma ici, hop, allez, je le remets ici. Je suis soit en vide de quelque chose, soit en excès de quelque chose. Si ici je suis en excès, comme je vous disais, il va y avoir un problème de répartition avant et après. Donc l'excès ici va générer quelque chose en cascade, et pareil pour le vide. Le vide. Le vide, on le trouve chez Parkinsonien essentiellement au niveau de l'énergie vitale, au niveau du chi. Donc c'est là qu'il y a de l'épuisement, de la fatigue.
On le trouve au niveau du sang. Là, toujours quand je parle des organes, du sang, etc., il faut toujours l'entendre d'un point de vue énergétique, donc avec des fonctions qui sont propres au syndrome énergétique. Donc le sang en médecine chinoise n'a pas la même signification que le sang chez nous. On va vraiment un peu plus loin. Et le vide également, il est sur le yin. Donc là, on voit le petit schéma de départ, on en a moins parlé. Yin yang, on est sur cette partie-ci. Donc, 3 syndromes. Le premier syndrome, c'est le syndrome de vide de yin, comme je vous disais, et vide de yin du foie et des reins. Donc, on a 2 organes concernés, le foie, la capacité de se mettre en mouvement, et les reins, la capacité d'avoir de l'allant, de l'énergie, du feu sous la marmite. Voilà. L'énergie. Dans ce syndrome-là, on va retrouver comme symptômes les tremblements, comme toujours, la raideur, l'anémie, la kinésie, mais aussi des acouphènes, des céphalées, des douleurs de dos, des insomnies. On est assez agité, que ce soit pendant la nuit ou la journée, on rêve beaucoup. On peut avoir des crampes, des fourmillements, la bouche et la gorge sèches, des pertes de mémoire. Ça, c'est un peu le premier syndrome. Le deuxième syndrome, c'est le vide de chi et de sang. Alors les symptômes, toujours tremblement, raideur, anémie, akinésie. Et on va retrouver l'asthénie. Là, on est fatigué, quoi. Ça essouffle au moindre effort, c'est compliqué, la voix est faible. Parler, je ne suis pas sûre que j'en ai envie. Il va y avoir des transpirations spontanées, comme ça, on est assis tranquillement et d'un coup, il y a un coup de vapeur, ça transpire. On peut avoir des acouphènes aussi, un peu des vertiges de déplacement. Et dans le troisième syndrome, c'est la chaleur-humidité. Là, on va retrouver ça toujours pareil, toujours la même chose, pardon, le tremblement, la raideur, l'anémie, la kinésie. Et en plus de ça, l'humidité, il faut s'imaginer que ça gonfle, ça alourdit, ça pèse, c'est pénible. Donc, on va trouver l'œdème, voilà, de l'eau, quoi, vraiment ça gonfle. On va trouver des ballonnements. On va trouver aussi, c'est comme s'il y avait un peu comme du brouillard à l'intérieur. Donc, on a des glaires, des expectorations, parfois même jaunes, on peut avoir des diarrhées, des selles odorantes, toujours la bouche sèche parce qu'il y a de la chaleur. Voilà, ça c'est un peu les 3 grands types de syndromes. Mais on est en médecine chinoise, donc ça veut dire que rien n'est exclusif et que tout peut s'interconnecter. Donc parfois, certains patients vont présenter des syndromes très clairs, de manière unique, et parfois les gens vont présenter des mix de plusieurs syndromes. Ça marche? Donc c'est tout un travail de détricoter pour comprendre quels syndromes font un peu le dessus et comment on peut accompagner par les autres syndromes aussi à réguler et à rééquilibrer. Donc là, je vous ai mis en grand dans les différentes études quels étaient les principaux symptômes où l'acupuncture pouvait être utile, d'après toutes les études qui ont été faites. Et on retrouve les troubles moteurs essentiellement. On retrouve aussi le sommeil et les montées émotionnelles, surtout en public, l'agitation interne et les troubles digestifs que je n'ai pas notés. Mais on va en reparler juste après. Donc, quelle place pour l'acupuncture? Ici, j'ai noté 4 choses assez importantes pour moi. La compatibilité médicamenteuse, ça veut dire que l'acupuncture, il n'y a aucun problème pour la prendre en même temps que tout autre type de traitement. C'est jamais exclusif, il ne faut pas choisir. C'est vraiment quelque chose qu'on va prendre en plus pour accompagner et pour même faciliter le traitement, pour le rendre, pour ne pas devoir surdoser les traitements. On prend l'acupuncture en plus si on le souhaite. Il y a peu ou pas d'effets secondaires. Parfois on plane un peu parce qu'on est très détendu. Et parfois pendant 24-48 heures, il y a comme un ajustement du corps. Donc on peut avoir des petits symptômes qui apparaissent ou qui augmentent pendant 24-48 heures parce que le corps essaye de se réaligner et trouve un peu son axe et son juste milieu pendant ce temps d'ajustement. Il y a parfois des petits symptômes qui sont présents, mais c'est très peu. Ça prend peu de place en fait comparé
aux effets reçus. Donc l'accompagnement global, ça rejoint un peu l'idée de compatibilité médicament 2, ça veut dire que ce n'est pas exclusif. Et ce qu'on note envers et contre tout, pour chaque séance, c'est toujours du bien-être général, de toutes les manières. Quel que soit le symptôme sur lequel en plus ça va venir jouer, chez tous les patients, il y a toujours du bien-être après les sessions. Donc comment ça se passe en pratique? D'abord on se rencontre, on papote, on discute, on fait connaissance, anamnèse. Et puis en acupuncture, on fait un bilan sur base de la langue et sur base du pouls. Donc on demande toujours de tirer la langue, ça fait bizarre. Et on observe comment elle est, est-ce qu'elle est rouge, est-ce qu'elle est blanche, elle est gonflée, elle est plate, elle est indentée, il y a des traces de dents sur les côtés, il y a une grande crevasse au milieu, on a beaucoup de bave dessus, peu importe, tous ces items vont nous donner une idée de comment fonctionnent tous les organes à l'intérieur. Chaque partie de la langue est en relation avec un organe et ça nous donne une idée de comment ça fonctionne. Donc on va se dire, ok, on est un peu sur l'organe du foie, ok, il y a l'élément eau, et tout ça va commencer à nous donner des pistes. De la même manière, on prend les pouls en acupuncture pour faire un diagnostic de chaque côté. Et on le prend avec 3 doigts, comme ça, parce que chacun des doigts nous donne une information pour un organe différent. De chaque côté, parce que de chaque côté, ce ne sont pas les mêmes organes. Et donc, je vais pouvoir me dire, ok, comment vont mes reins, comment va mon système digestif, comment vont mes poumons, comment va mon cœur, etc., etc. Et ça va me donner aussi une information. Et si je trouve exactement la même chose sur les pouls que sur la langue, là, je me dis bingo. C'est bon, je tiens quelque chose. Alors, je vous pose quelques petites questions en plus, et ça va me permettre d'affiner mon diagnostic et de vous comprendre tout doucement pour savoir dans quel, en gros, dans quel syndrome vous vous trouvez. Si jamais lequel de ces syndromes, mon petit filou là, vient pointer le bout de son nez pour nous déjouer un peu là, pour nous perturber un peu. Et aussi, comme je vous le disais, comme vous êtes uniques, vous traversez tous d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Parkinson dans votre quotidien. Eh bien, ça aussi, on en prend soin en le voyant sur la langue. On doit aussi prendre soin de ça. Ça marche toujours. On prend toujours soin du terrain en même temps que de la pathologie. La fréquence. Donc au début, on fait comme un petit booster. On se voit 3 fois par semaine pendant à peu près 3 semaines, un mois. Et puis après ça, on espace. Moi, j'aime bien la fréquence de toutes les 3 semaines comme espacement. Je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Je trouve que pendant 2 semaines et demie, il y a quelque chose qui se maintient et après, il y a quelque chose qui retombe un peu et c'est le moment de redonner une petite information. Alors la durée des séances, les séances, ça dure à peu près 20 minutes avec la pause aiguille, donc c'est-à-dire on vous installe, on est sur la table bien confortablement, la plupart du temps couché, mais ça peut être semi-assis, voilà, on s'arrange en fonction de, aussi si vous avez mal au dos, quoi que ce soit, on s'adapte. Et une fois qu'on a mis les aiguilles, on les laisse une vingtaine de minutes, poser tranquillement. Pendant qu'elles sont mises, les aiguilles, eh bien, vous allez, donc je vous disais, chaque point a c'est comme une boîte à outils, chaque point a un rôle à jouer dans le corps. Et quand je viens mettre les aiguilles, eh bien, je stimule ce point et je dis au corps, mets tout dans ta boîte à outils pour créer de l'anti-inflammation. Mets tout dans ta boîte à outils pour faire tomber la fièvre, etc., etc. Donc, je laisse le temps au corps de recevoir les informations pendant les 20 minutes de pause aiguille avant de les retirer. Donc au moment où on met les aiguilles, c'est toujours ce petit moment où il y a le petit passage de la peau qui picote un peu, mais après on peut même oublier qu'elles sont là, les aiguilles, c'est assez rigolo d'ailleurs. Et quand on les retire, on s'en rend compte. Et donc au cours du bilan, on a regardé le pouls, la langue, les questions, déterminer quels étaient les déséquilibres. Et c'est ça qui va nous déterminer les points qu'on va choisir. Et donc c'est plusieurs points qu'on va construire par séance. Chaque fois des aiguilles qui sont à usage unique évidemment, sinon fuyez. Et puis, il y a des points sur l'entièreté du corps, donc on peut vraiment se retrouver à poncturer sur le ventre, dans le dos, sur la tête. Ça, c'est des points. Il y a des gros points très classiques en général, ici, hein, parce que pour tous les tremblements, pour tous les troubles du vent, comme interne, là, comme je vous le disais tout à l'heure,
Ça se trouve beaucoup sur le bas de la tête. Aussi sur le bas des jambes, parce que toute l'énergie vitale, c'est là-bas. Voilà, ça c'est les grands classiques. Et puis en fonction, par rapport à ce que vous avez, vous voyez, on rajoute des petits points par-ci par-là. Voilà. Alors. Donc au niveau des recherches, eh bien, il y a pas mal d'études qui ont été faites, mais elles ont été faites essentiellement en Chine et en Corée, parce que chez nous, on n'investit pas tellement dans ce genre de recherche. Les recherches, c'est toujours des questions un peu de gros sous. Et là, du coup, il n'y a pas beaucoup de recherches en fait chez nous. Néanmoins, de l'ensemble des recherches qui ont été faites en Chine ou en Corée du Sud, il ressort l'amélioration du ressenti d'état général du patient. Donc ça, c'est quelque chose qui est subjectif. Donc c'est un critère sur lequel la science s'arrête rarement. C'est le ressenti général, c'est l'état de bien-être, c'est se dire ah tiens je me sens bien, je ne sais pas nommer comment, pourquoi, mais il y a quelque chose qui fait que je me sens bien. Donc le ressenti subjectif. Si c'est pris au début de l'évolution de la maladie et que c'est associé au traitement médical, il y a une augmentation de ces phases 1 et 2 d'évolution de la maladie de Parkinson. Donc ça veut dire qu'on reste plus longtemps dans la phase avant que les troubles moteurs ne s'aggravent. Donc on parlait tout à l'heure des troubles moteurs qui étaient améliorés, et ils sont améliorés pas tellement dans l'intensité, mais plutôt dans la fréquence d'apparition. Donc ça veut dire qu'on va moins souvent avoir le freezing, la difficulté de mouvement, la dyskinésie, etc. qui va arriver, mais ça arrive d'après ce que les patients donnent à peu près à la même intensité. Et enfin, ça améliore la qualité de sommeil, donc la possibilité de récupération. Et nous le savons tous, si nous récupérons, nous sommes plus en forme pour le quotidien. Et enfin, là, ce qui est super intéressant pour le moment, c'est qu'il y a une étude hyper prometteuse qui a été faite sur des souris, où ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 2 groupes de souris, et sur d'un des 2 groupes, ils ont décidé que ce serait avec acupuncture, l'autre des 2 groupes sans acupuncture, et ils ont injecté à ces souris une molécule qui casse la production de dopamine. Ça marche. Donc quand on met cette médication-là, donc on injecte ça, on observe après une semaine que le groupe de souris qui n'a pas reçu l'acupuncture est à 50% de son niveau de dopamine, alors que le groupe de souris qui l'a reçu est à 80% de son taux de dopamine. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la conservation de la dopamine qui se crée. Et là, ça devient super intéressant parce qu'au niveau scientifique, du coup, c'est beaucoup plus tangible, beaucoup plus palpable. Et du coup, ça pourrait potentiellement intéresser plus de gens pour aller faire cette étude à grande échelle sur l'être humain. Voilà, voilà. Donc ici, en conclusion, clairement, on est dans un regard un peu différent sur le fonctionnement de la maladie de Parkinson, mais sur le fonctionnement de la physiologie de l'organisme aussi. L'outil qu'elle a pu contenir apporte aux patients une stabilisation de symptômes au début de la patho, et surtout un confort et un bien-être tout au long du traitement et de l'évolution, avec aussi une prise en charge à côté de tout ce que vous vivez à côté de ça. C'est non invasif, donc ça permet à chacun de garder son pouvoir d'agir, et c'est respectueux de chaque individualité, comme vous avez dit plusieurs fois. En association avec le traitement médical, d'après beaucoup d'études, il y a ça peut être une vraie bonne alliée l'acupuncture à envisager dans une prise en charge globale. Donc c'est ça qui ressort, en tout cas scientifiquement. Voilà, j'imagine que ça laisse place à quelques questions. Donc si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Moi j'en ai une. Ouais. J'ai déjà entendu des neurologues dire vraiment l'acupuncture c'est très bon pour Parkinson. Ouais. Mais c'est prouvé en Chine et en Corée, comme vous avez dit, où les gens font l'acupuncture pour y respirer. Non, pas du tout. C'est pas vrai? Non. Alors en Chine, moi j'ai fait un stage hospitalier là, à Pékin pendant quelques temps. Et en fait, là-bas, on a le même système hospitalier, les gens raisonnent extrêmement comme ici en Europe, avec des hôpitaux classiques. Et à côté de ça, il y a des hôpitaux de médecine chinoise qui sont là, mais c'est vu comme le truc un peu. C'est un peu comme chez nous. C'est vu comme le truc un peu à côté, un peu. C'est les grands-pères qui utilisent ça, mais on ne sait pas trop pourquoi.
parce que dans toutes les dynasties chinoises, ça a été, à un moment donné, il y a eu une rupture, et ça a été délaissé complètement, ça a été banni, il y a eu une très mauvaise publicité qui a été faite. C'est toujours des histoires de profit, hein, parce que le commerce des hôpitaux, comme nous on le connaît, est bien plus lucratif que de venir simplement mettre des aiguilles sur le corps de quelqu'un. Donc, il y a eu quelque chose de l'ordre comme ça qui a été choisi au niveau politique fort longtemps, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas du tout l'acupuncture et la médecine traditionnelle qui est privilégiée. Et donc, ils y vont aussi une fois toutes les 3 semaines? Alors, dans les protocoles, comme là-bas, c'est quand même des hôpitaux d'acupuncture et médecine chinoise, le protocole, c'est là tous les jours. Donc, avant le boulot, ils vont faire la session. Dans la fréquence de traitement, oui, ouais. Oui, c'est ça que je voulais. Ouais. Parce qu'eux, ils y vont tous les jours, alors que chez nous, on va faire une séance toutes les 3 semaines. Ah oui, dans ce sens-là, oui. C'est ça que je voulais dire. Et donc, le problème, c'est qu'on dit, ben, en Chine, ça marche, mais ils y vont tous les jours. Ouais. Chez nous, on y va une fois toutes les 3 semaines. Ouais, c'est ça. La même, et c'est ça que les neurologues disent. Il faut le faire comme les Chinois, c'est-à-dire qu'il faut le faire tous les jours. Mais qui va le faire tous les jours? Il y a un vrai booster, et on dit qu'à partir de 3 fois par semaine, on a un résultat qui est intéressant. Sachant que dans un monde idéal, il faudrait venir vraiment tous les jours pendant 3 semaines avant de pouvoir espacer, parce que quand même, à un moment donné, on peut espacer sans problème, et se dire qu'une fois par an, on fait un booster comme ça, ou bien si jamais on observe une tendance à la dégradation de la pathologie, alors à ce moment-là, on met le booster. Mais sinon, en gros, c'est vrai qu'il faudrait venir tous les jours. Pendant 3 semaines. En Chine, c'est comme ça. Ils vont tous les jours, mais après 3 semaines, ils arrêtent. Et ils vont après, on retourne en séance d'entretien une fois par 3 semaines, un mois.